À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Intégrité et conscience nationale, ICON, le parti de Dibopieux, réagit à la déclaration d'Alassane Ouattara, faite le 10 janvier 2024, devant le corps diplomatique, relativement à une candidature ou pas à la présidentielle de 2025. Mayo Boïve, le président de ICON, décline la position de son parti sur cette déclaration qui laisse l'opinion dans la confusion totale. Interview. Je suis Mayobo Yves, président de Intégrité et Conscience Nationale, ICON, parti de gauche et dans l'opposition. Le président Ouattara qui affirme « Je suis en pleine santé et désireux de servir mon pays », pour moi, il a parlé, il a fait une affirmation, mais le contenu reste flou. Il a parlé, en d'autres termes, sans rien dire. Si nous voulons prendre cette phrase sur des angles différents, nous comprendrons que le président Ouattara n'a pas officiellement eu le courage d'annoncer sa candidature. On peut servir son pays à plusieurs niveaux. En sa qualité de président, il peut peut-être vouloir servir son État et son pays, soit en tant que candidat à sa propre succession, ou soit en tant que quelqu'un qui ne sera pas candidat, mais qui se mettra au service du pays pour d'éventuelles situations. Nous savons que le président Ouattara a servi la Côte d'Ivoire. C'est aussi un économiste. Il peut peut-être apporter sa connaissance en matière économique et aussi au niveau de la gestion de l'État de Côte d'Ivoire à celui qui viendra après lui. Donc c'est dans ce sens que moi j'appréhende cette déclaration du chef de l'État. Maintenant, sur la question de sa candidature, je voudrais sincèrement me prononcer et dire ce que je pense. Parce que, à la vérité, on ne peut pas vouloir diriger un État et cacher des choses au peuple de Côte d'Ivoire. Je suis président du parti politique. Il me revient à moi de dire ce que je vois pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, s'il décidait de se présenter, il revient à trouver le qualificatif que nous allons apporter à sa candidature. Devons-nous qualifier sa candidature d'une candidature de 4e mandat? Oui, c'est possible. Parce que quand nous commençons à compter, depuis son arrivée, c'est le 4e mandat qu'il fera à la tête de la Côte d'Ivoire. Dans la mesure où, donc quand nous commençons à compter, nous estimons que le président Ouattara fait 4e mandat en prenant l'année à laquelle il accède au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais devons-nous dire aussi que le mandat pour lequel Ouattara se présentera est-il un 2e mandat pour la 3e République? Est-ce que ça s'explique? J'ai dit encore oui. Ça s'explique dans la mesure où la loi ivoirienne qui a été votée en 2016 nous laisse dans un flou. Je viens donc m'expliquer sur la question. Allons-y comprendre qu'en 2016, nous allons à la révision de la constitution ivoirienne par voie référendaire. Et cela s'est fait après l'élection du président Ouattara en 2015, qui elle a été modifiée en 2020, le 19 mars 2020. En son article 82, qu'il soit nouveau ou ancien, précise le mandat, c'est-à-dire la date limite précise du mandat des parlementaires.
il dit de façon claire que le mandat des parlementaires élus avant l'entrée en vigueur de cette constitution prenait fin en 2016, en fin d'année 2016. Parce qu'après son accession au pouvoir, l'Assemblée nationale n'existant pas, il fallait réformer les choses. Ce qui a été fait. Mais pour ceux qui viendront après 2016, donc après l'élection de 2016, ils viennent donc après la promulgation de la Constitution. Et cette Constitution dit à son article 182 que ces personnes-là, leur mandat devait prendre fin en décembre de l'année 2020. Et il faut rappeler que la Constitution ivoirienne a été promulguée le 8 novembre 2016. Donc, il y a question à se poser à ce niveau. L'article 182, j'insiste là-dessus, nouveau comme ancien, limite la durée du mandat du député avec précision de la date. Mais ne dit pas que le président élu à cette époque-là, le président Ouattara, qui a été élu avant même l'adoption de cette constitution, devait mettre fin à sa mandature en 2020 sans toutefois se présenter à nouveau. Donc la constitution de 2016 nous laisse dans un flou total. Toujours pour nous laisser dans le flou, il dit, et je cite, la législation en vigueur reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, car il n'y a rien de différent en ce qui concerne la constitution actuelle de 2016. Ça sous-entend simplement que la constitution de 2016 et celle de 2000, qui est donc la législation en vigueur, il n'y a aucune différence. Seulement qu'il y a eu des aspects dedans qui ont été modifiés. De la vice-présidence, le retrait de la limite d'âge, voici ces éléments nouveaux qui apparaissent. Mais comme cette constitution ne précise pas que le président en exercice, son mandat devait prendre fin à telle époque, à telle période, et tel jour, et qu'il ne devait pas se représenter, ça laisse les Ivoiriens dans un flou. Ceux qui ont rédigé cette constitution l'ont taillée à leur mesure. Ils l'ont fait de façon claire pour dire au peuple ivoirien que dans l'alternance que nous avons voulu, voici le partage du gâteau que nous avons fait. Sinon, ce n'était pas fait pour les Ivoiriens en question. La levée de la limite d'âge était faite pour le président Henri Konan Bédié, qui était aussi âgé. Il fallait lui permettre, par rapport à l'alternance, d'être candidat. Et le flou dans lequel nous sommes restés, c'était pour permettre au président Ouattara de continuer une première mandature pour la Troisième République. Et puis, il faudrait qu'on soit sincère sur la question. Si la Constitution de 2000, comme le dit l'article 183 de la Constitution de 2016, et celle de 2016 n'ont rien de différent dans la composition de qu'on appelle cette documentation, de cette loi, pourquoi alors la réviser si on n'a pas des intérêts personnels et partisans? Il fallait simplement aller à une petite modification. Ce qui est possible, comme on l'a fait pour la Constitution de 2016 en 2020, le 19 mars 2020, au point qu'on appelle avec l'Assemblée nationale. C'était possible de le faire. Mais pourquoi on va à un référendum? Aller à un référendum, c'est créer de façon claire une autre république. Or, ils savent, le professeur Ouaga Obrou, qui a été le maître d'œuvre de la rédaction de cette constitution, savait pertinemment que cette constitution
qui ouvrait donc une troisième reprise, donnait droit au président Ouattara d'être candidat pour une nouvelle mandature en 2020. Donc si Ouattara avait se présenter en 2025, moi personnellement, ça ne me dit rien parce que ce n'est pas ce qui m'importe le plus. On a déjà ouvert la brèche, il faut assumer ce que nous avons posé comme acte. Je me souviens encore, quand le président Mamadou Koulibaly et le président de l'Assemblée nationale, je vais dire, alors ministre du président Laurent Gbagbo, et puis le ministre Pascal Affi-N'Guessan avait dit en son temps, en 2016, que cette nouvelle constitution n'avait pas droit d'être. C'était un hold-up. Et que les Ivoiriens devaient sortir massivement pour aller voter non pour ne pas que cette constitution passe. Ils ont été traités de tous les noms. Ils ont été traités de tous les noms. Aujourd'hui, nous leur donnons raison. Donc, il faudrait qu'on assume ensemble le choix que nous avons opéré. Parce que aller voter, c'est un choix. Ne pas aller voter, c'est aussi un choix. Tout compte fait, le résultat qui sortira de là-bas, nous assumerons tous. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Mon problème le plus important dans cette histoire électorale, c'est tout ce qui va concourir à l'organisation de ces élections. Comment allons-nous nous y prendre pour que ces élections se déroulent de façon transparente, pour que ces élections se fassent dans la paix et que les Ivoiriens, pour la toute première fois dans leur histoire, assistent à une partation des charges entre le président entrant et le président sortant. Et pour le faire, il faudrait que toutes les demandes de l'opposition soient prises en compte. En l'occurrence, la révision de la liste électorale qui se fait chaque année va être reprise en février. La CEI qui doit être réorganisée en y retirant tous les représentants des partis politiques. Il faudra aussi refaire le découpage électoral, réinscrire sur la liste électorale Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Siro Guillaume, ainsi que tous les Ivoiriens qui ont été déchus de l'électorat civique du fait des différentes crises électorales. Il faut les réhabiliter. Si le président Ouattara pense véritablement que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a choisi pour être candidat à nouveau, s'il désire bien d'être candidat, il faut qu'il nous démontre sa majorité en ouvrant ces élections-là à tous et qu'elles soient inclusives. C'est là qu'on verra si effectivement le peuple de Côte d'Ivoire l'aime. C'est ça qui est la vérité. Je pense qu'il doit le faire. Qu'il doit le faire. Sinon, ce qui serait mieux pour nous, Intégrité et Conscience Nationale, nous l'avons dit lors du lancement de notre congrès à Amsokro, qu'il serait plausible que le président Ouattara, pour une question d'éthique et de personnalité, se retire de ces élections. Tout comme le président Gbagbo d'ailleurs, nous ne marchons pas, nous disons ce que nous pensons. Dans la mesure où, quand nous faisons une chronologie de tous les événements que la Côte d'Ivoire a eu à traverser, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, c'est cette génération-là qui, pour moi, est en train de faire une bataille entre elles. Et donc, à chaque fois qu'il y a élection, quand tous ces membres de cette génération, le président Henri Konan Bédié, père à son âme, Alassane Ouattara, président en exercice de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, président sorti de la Côte d'Ivoire, mais à chacune des élections, les Ivoiriens se retrouvent dans une situation de crise où les gens sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire, d'autres qui sont restés sur le territoire national retrouvent la mort, certains perdent totalement leurs biens. Je peux même vous dire que la seule élection en Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu de situation complexe, c'est l'élection de 2015 qui s'est passée tranquillement parce que là, à cette élection, le PDCI et le RHDP et le RDR pardon, étaient au sein du RHDP. Donc, dans l'objectif de l'alternance, se sont associés
pour avoir une seule candidature qui était la candidature du président Ouattara. Donc il n'y a pas eu de problème majeur. Il n'y a pas eu de véritable enjeu. Donc il n'y a pas eu de problème majeur. Le président Laurent Gbagbo en question n'étant pas là, donc tout pouvait se dérouler comme sous des roulettes. Et ça a été fait. C'est la seule élection en Côte d'Ivoire où, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons eu une élection paisible. Mais là encore, il n'y a même pas eu de passation des charges entre l'ancien et le nouveau. Puisque le président Ouattara, en ce moment, était le candidat du RIDP, il a été élu à sa propre succession, après son accession au pouvoir de façon calamiteuse en 2010. Il prend les rênes du pouvoir, il est assis. Donc, les Ivoiriens sont fatigués de cela. Quelles sont les conditions que nous devons créer pour que ces élections de 2025 puissent se passer dans de meilleures conditions? Dans de meilleures conditions. Il faut ouvrir le dialogue. Il faut le rendre inclusif. Inviter toutes les parties civiles, politiques, sociales à la table d'échange pour pallier tous les problèmes qui sont pendants et permettre au peuple de Côte d'Ivoire d'aller à une élection pour la première fois dans les meilleures conditions. Ça, c'est très important pour la Côte d'Ivoire. Il faudra que l'opposition s'organise. Nous souhaitons, Icône, une opposition forte, une opposition sincère, une opposition digne, une opposition unie autour d'une seule candidature. C'est possible. Il n'y aura pas de formation politique qui sera choisie pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de formation politique qui sera choisie comme ça. Mais nous devons faire ce choix de façon formelle. Au cours d'une assise où tous les présidents des partis politiques de l'opposition se retrouvent et décident du choix de ce président-là, à l'unanimité. Et une fois que c'est fait ainsi, tous les partis politiques se rangent de ce côté en invitant tous les militants à accompagner cette candidature à cette élection. C'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Si chaque leader de l'opposition met de côté son ego et sa personnalité, parce que pour faire tout cela, cela fait appel à des sacrifices énormes. On ne peut pas vouloir mener une action d'une envergure aussi importante telle que l'union vraie de l'opposition et le choix d'un candidat pour toute l'opposition sans faire des sacrifices. À exercer le pouvoir d'État, à gérer l'État. Aucun parti politique n'est créé pour faire figuration. Mais pour le choix de quelqu'un par rapport à la circonstance, on peut faire des sacrifices. On peut faire des sacrifices. Peu importe d'où viendra ce candidat de l'opposition, peu importe le parti politique, si nous sommes d'accord sur le principe que c'est celui-là que nous avons, ou celle-là que nous avons choisi pour être le candidat de l'opposition et que nous marchons selon ces principes, nous arriverons à destination. Et je suis certain que ce pouvoir-là reviendra à la démocratie, à la Côte d'Ivoire. Quand je le dis, je parle de démocratie et la Côte d'Ivoire parce que depuis un moment, je me demande si nous sommes dans un pays démocratique. Quand on vient enlever des leaders des partis politiques d'opposition à leur domicile, sans aucune forme de procédure, moi ça me désole. Quand on nous dit qu'on ne doit pas nous exprimer sur des questions d'État, parce que l'État de Côte d'Ivoire a dû prendre une décision qui exerce d'avoir qu'on appelle une profession publique, donc qui est censée être critiquée par le citoyen, parce qu'avant d'être président des partis politiques, nous sommes des citoyens lambda. Tous. Nous sommes des contribuables, nous payons les impôts. Donc nous avons un droit de regard sur la gestion de notre pays. Et donc, quand nous nous exprimons sur certains faits que nous ne jugeons pas opportuns, nous ne jugeons pas utiles pour l'avancée de notre pays, et qu'on nous dit qu'on ne doit plus parler, moi je reste sur ma faim et ça me choque pratiquement. On nous parle de l'IDH, on nous annonce que la Côte d'Ivoire a été classée à la 170e place. Et un ministre de la République, au cours d'un meeting à Divo, dit de façon publique
qu'ils s'en foutent de cela, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant pour nous autres. Parce que l'IDH, dans la gestion d'un État, est la chose la plus importante. Ça prend en compte beaucoup d'aspects. C'est très important. Et que l'opposition doit dès maintenant faire attention. C'est maintenant qu'il faut se réparer. Ces élections sont pour bientôt. C'est un message que je lance à l'endroit de cette opposition pour que nous puissions dès maintenant, je sais qu'ils pensent à cela, faire les sacrifices qu'il faut afin que nous puissions arriver à l'objectif fixé. Le parti au pouvoir dit qu'ils n'iront même pas à un deuxième tour. Ils feront un coup KO. Quand quelqu'un te dit que nous ferons un coup KO, il sait sur quoi il se base. Pour déjouer ses plans, il faut toi aussi t'organiser pour que ces plans soient déjoués. Et pour déjouer ces plans, c'est une organisation véritable. Vrai, je vais dire, au sein de l'opposition. Qui passe nécessairement pour moi par le choix d'une seule candidature, tête de l'opposition. ICON a un candidat à proposer, ce n'est pas exclu. Mais qu'est-ce que va changer la candidature de ICON? Est-ce que quand ICON présentera un candidat pour ces élections, ça changera quoi à la Côte d'Ivoire? Pendant que nous demandons que toute l'opposition se mette ensemble pour choisir un candidat pour toute l'opposition, si ICON présente un candidat, les ambitions de ICON ne sont pas au-dessus de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. L'intérêt des Ivoiriens d'abord. Comment ferons-nous pour que les Ivoiriens ne connaissent plus cette cherté de la vie? Comment ferons-nous pour que ces Ivoiriens qui désirent s'exprimer librement ne soient plus oppressés et opprimés? Comment ferons-nous pour que ces Ivoiriens qui veulent tant le changement puissent avoir ce changement? C'est ce qui doit être primordial dans la tête des uns et des autres. Comment ferons-nous pour que ces Ivoiriens qui n'arrivent même plus à se nourrir comme il se doit, qui mangent à peine, comment ferons-nous que ces Ivoiriens-là puissent avoir au moins les 3 repas de la journée? La question comment ferons-nous pour que ces Ivoiriens-là puissent avoir accès aux soins médicaux aussi faciles que possible? Comment ferons-nous pour que leur pouvoir d'achat soit au-dessus de tout ce qui concourt à leur bien-être? Comment ferons-nous pour que l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire soit à un rang raisonnable pour le peuple de Côte d'Ivoire? C'est à ça que nous devons penser tous. La candidature de ICON, c'est possible si mes pairs au cours de cette assise du choix du candidat de l'opposition choisissent le candidat de ICON ou bien le président de ICON. Ça peut arriver. Pour l'heure, c'est l'organisation de l'opposition que nous demandons. Pour moi, je voudrais résumer tout ce que j'ai dit en quelques phrases. Il faut dire que la candidature du président Ouattara, pour moi, ne devrait pas être à l'ordre du jour. Que Ouattara soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, ça ne devrait même pas inquiéter l'opposition. Il revient donc à l'opposition de mieux s'organiser. Ce que nous nous demandons, c'est de faire en sorte que ces élections soient transparentes, inclusives, démocratiques, ouvertes à tous. Il faut que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste, le ministre Charles Goudé soit inscrit sur la liste, le président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Traoré, soit inscrit sur la liste, et tous les Ivoiriens qui sont là, qui ont été déchus de leurs droits civiques,
soit rétabli dans les droits civiques. Ça va détendre tout ce qui est tendu présentement et ça va permettre aux Ivoiriens d'avoir encore confiance quand il s'agit des élections en Côte d'Ivoire. Parce que pour ce que je sais, certains sont en train de se préparer à sortir du pays. Donc il faut créer des conditions pour que cette élection se passe de la meilleure manière possible. Voilà ce que nous demandons. Quant à Icône, nous sommes là, nous travaillons, nous donnerons nos opinions. Quand il s'agira de la Côte d'Ivoire, nous parlerons, nous critiquerons, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Nous sommes dans l'opposition, nous devons critiquer. Et nous ne cesserons pas de critiquer. Nous dirons ce que nous pensons être bon, nous dirons ce que nous avons constaté être mauvais pour la Côte d'Ivoire, et nous proposerons des solutions pour remédier à cela. C'est ce que nous avons toujours fait et nous continuerons à le faire. Je voudrais terminer pour réitérer mes vœux de nouvel an à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire, à l'endroit des militants de intégrité et conscience nationale, que cette année électorale soit une année de paix pour tous, une année de succès et de prospérité pour la Côte d'Ivoire, une année d'ouverture d'esprit et de prise de conscience pour chaque leader politique, une année où chacun se souviendra uniquement du peuple de Côte d'Ivoire et mettra a priori l'intérêt national. Une année où on ne pensera pas seulement à notre parti politique, à nos militants, mais où on pensera Côte d'Ivoire. Une année où on dira, cette année, la mort d'un Ivoirien ne passera pas par moi. Une année électorale de paix, une année électorale de bonté, une année électorale de cohésion, une année électorale de partage d'idées, une année électorale de main dans la main. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.